Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Si vous nous rejoignez sur Congo Buzz Télévision à la une de l'actualité, interpellation du directeur général de la Société nationale d'électricité à l'Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement vient d'accorder un sursis de 48 heures à Fabrice Lusinde ou à Lusangi afin de présenter ses moyens de défense aux élus nationaux. C'était au cours de la plénière tenue ce lundi et puis journée sans activité ce lundi à Béni, dans le Nord Kivu. L'appel était lancé par la société civile d'Oïcha suite au massacre de 21 civils tués le vendredi 7 avril dernier à Moussandaba. Vous entendrez Thomas Daka, président de la société civile du Nord Kivu, dans ce journal. Enfin, plusieurs médias non en règle avec l'État seront fermés avant la fin de cette année. Déclaration faite par le président du CESAC, Christian Bosembe, qui intervenait sur les antennes de la radio au Top Congo. D'abord, cette nouvelle, des militaires en tenue de l'armée ougandaise auraient été aperçus ce week-end à Rutshuru Centre, accompagnés par certains leaders des terroristes du 23. L'affirmation est d'Aimé Mukanda, notable de Rutshuru, qui alerte sur un probable plan de balkanisation du pays et appelle à la vigilance tous azimuts. Il est au téléphone de Deborah Wamba. Ces militaires ont été visibles au bureau du territoire de Rutshuru. Après, ils ont fait un saut à la prison centrale de Kanyangambi à Rutshuru Centre. Et jusqu'à présent, ils sont là avec ces terroristes du M23. Ce que nous nous demandons, nous, population civile, c'est de savoir quelle est la mission réelle de l'EAC. Nous ne comprenons rien. Nous voulons que la classe politique, les autorités étatiques, nous, le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, puissent nous éclaircir, nous, population. Nous ne comprenons rien, puisque même si c'était l'EAC, même les FARDC sont dans l'EAC, les militaires ougandais devraient être mélangés avec les FARDC pour comprendre qu'il y a l'EAC. Vu que nos frontières seront protégées, l'intégrité territoriale n'est pas ressentie dans cette période de guerre. Pour dire, si les militaires ougandais à casquette de l'EAC arriveront chez nous, sans être accompagnés par les FARDC, ça sera une balkanisation. C'est la balkanisation qui se prépare. Nous voudrions voir ces militaires à casquette de l'EAC être accompagnés par les FARDC, puisque les FARDC aussi font partie de l'EAC. Si c'est le contraire, nous ne voulons plus même d'être membres de ces EAC. Le chef de l'État doit quitter cette organisation qui est mafieuse, qui a partagé le Soudan du Sud, pour ne pas risquer à notre tour. Nous demandons les parlementaires de l'Assemblée nationale d'être vigilants, le Sénat d'être vigilants. Si c'est la guerre, c'est la guerre. Vraiment, la seule solution pour mettre fin à l'aventure de ces rebelles du M23, c'est de les combattre. Et puis journée sans activité ce lundi à Béni, dans le Nord Kivu. L'appel était lancé par la société civile d'Oïcha suite au massacre des 21 civils tués le vendredi 7 avril dernier à Moussandaba. On écoute Thomas Dakin, président de la société civile du Nord Kivu, au téléphone de Deborah Wamba. D'abord, mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu le leur. Avoir plus de 21 personnes dans une cité, dans un village, je pense que c'est un bilan que nous pouvons qualifier de très lourd. Je pense que le gouvernement congolais est déjà dépassé par les événements, sinon sous d'autres cieux, c'est le gouvernement qui devait organiser un deuil national. Comme ça n'a pas été le cas, en tout cas, on ne pouvait qu'encourager cette population de Oïcha qui a accepté d'organiser un deuil au niveau du territoire. Le retour à Kinshasa, je disais dans les titres, interpellation du directeur général de la Société nationale d'électricité à l'Assemblée nationale. La Chambre basse du Parlement vient d'accorder un sursis de 48 heures à Fabrice Lusinde ou à Lusangi afin de présenter ses moyens de défense aux élus nationaux. C'était au cours de la plénière tenue ce lundi 10 avril. Il faut dire que le suspense autour de cette situation a commencé depuis le week-end dernier, au moment où les députés nationaux
nationaux ont entamé l'audition de cette interpellation initiée par leur collègue Prosper Boukassa qui reproche au DG la mégestion et l'incompétence. Lors du débat général tenu ce week-end, plusieurs députés membres de la majorité parlementaire ont démontré que les griefs formulés contre Fabrice Lusindewa Lusangui sont réels et fondés. Ils ont cité par exemple les cas des factures forfaitaires, des câbles électriques dénudés et non entretenus, des coupures intempestives et de manque d'énergie électrique dans plusieurs quartiers du territoire national. Toujours à la Chambre basse du Parlement, cette fois-ci, c'est le député national Jean-Baptiste Mouindo Kassekwa qui veut voir un peu plus clair sur les défis liés au déroulement des opérations d'enrôlement dans l'ère opérationnelle 3. C'est tout l'enjeu de la question d'actualité qu'il a adressée au président de la centrale électorale, Denis Kadima. Question d'actualité déposée ce week-end au bureau de l'Assemblée nationale. C'est ce que nous dit Daniel Kamboa. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, est attendu à la Chambre basse du Parlement pour s'expliquer sur le déroulement des opérations d'enrôlement des électeurs dans la 3e ère opérationnelle. En effet, une question d'actualité lui a été adressée samedi par le député national Jean-Baptiste Mouindo Kassekwa. Le président de la centrale électorale devra éclairer les élus nationaux sur ces problématiques. Le motif de la disparité observée en rapport avec la répartition des kits électoraux entre les provinces. Le fondement constitutionnel ou légal sur base duquel la CENI clôture l'opération d'enrôlement au bout des 50 jours dans l'ère opérationnelle 3 par rapport aux provinces de la première zone d'opération où l'inscription des électeurs a duré 75 jours. Il faut signaler que plusieurs défis sont liés au déroulement des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs, notamment dans la 3e ère opérationnelle. Au Nord Kivu, par exemple, 2 personnes ont trouvé la mort dans des centres d'enrôlement. Kassekwa doute ainsi l'accroissement de la violence dans les centres d'inscription des électeurs dans cette province sous état de siège. Pendant ce temps, le rapporteur de la CENI s'est rendu tour à tour à Bukavu, Walungu et Kabare, dans la province du Sud Kivu, une visite qui s'est inscrite dans le cadre de la supervision managériale des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Et c'est là à quelques heures de la clôture de ces opérations dans la 3e ère opérationnelle, la suite en images. À Bukavu, dans la province du Sud Kivu, première étape de son périple, le rapporteur de la CENI est allé se rendre compte de l'évolution des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette province de la 3e ère opérationnelle, mais aussi encourager la population à accomplir son devoir civique. C'est d'ailleurs l'essentiel des échanges qu'elle a eus avec le gouverneur intérimaire de cette province, Marc Malago. Après Bukavu, Patricia Nseya s'est rendue dans le territoire de Walungu et toujours dans le cadre de la supervision managériale des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. C'était l'occasion pour elle de visiter certains centres d'inscription. Patricia Nseya s'est réjouie de l'engouement constaté. Dernière étape de sa tournée dans la 3e ère opérationnelle, le territoire des Kabari. Le rapporteur de la CENI a appelé la population de cette partie du pays à un enrôlement massif. Président des centres d'inscription, avec ses collaborateurs, vont remettre des jetons. C'est avec ces jetons-là que nous allons poursuivre l'enrôlement pour quelques jours jusqu'à ce qu'on va enrôler tous les Congolais en âge de voter et qui auront les jetons. Je comprends l'inquiétude des uns et des autres qui cherchent à ce qu'on puisse rallonger le délai, mais ils devraient aussi comprendre que nous avons un calendrier à respecter. Et on ne peut pas enrôler infiniment les requérants. Nous allons enrôler, nous allons poursuivre avec l'enrôlement pour ceux-là qui seront là le dernier jour et qui obtiendront les jetons. Donc là, ils vont nous comprendre que nous allons rallonger pour quelques jours en attendant qu'on puisse finaliser avec ceux-là qui auront les jetons. À noter que le séjour des Patricia Nseya au Sud Kivu s'inscrit dans le cadre de sa mission de supervision managériale des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs.
Dans le reste de l'actualité, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, sort enfin de son silence après son voyage en Europe. Dans une émission animée par le journaliste Christian Lusakweno sur Top Congo, lors de ce face-à-face, le patron des médias congolais a expliqué la raison de son voyage à l'extérieur du pays, tout en annonçant une série formation des journalistes et professionnels des médias ainsi que la fermeture de plusieurs médias qui ne sont pas en ordre avec l'État congolais avant la fin de cette année. On retrouve une fois de plus Daniel Kamboua. Après son voyage de l'Europe, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, sort de sa réserve et donne la raison de sa récente visite en France et en Belgique au cours d'une émission animée dimanche 9 avril par Christian Lusakweno sur Top Congo. En Europe, on était allé chercher des partenariats, consolider d'autres. Pour la réussite de la mission du CESAC, nous avons mis en place une feuille de route qui est évaluée à 17 millions de dollars pour 6 ans. Et nous pensons que nous pouvons réussir à mettre en place tous nos programmes avec ça, mais il faut de l'expérience. C'est-à-dire que nous sommes allés par exemple voir RFI et France 24 et toutes les chaînes pour essayer de trouver des partenariats de formation des journalistes, mais aussi des partenariats de travail sur beaucoup d'autres questions. Nous sommes dans le réseau francophone. Il est obligatoire pour nous de travailler avec les autres médias, je veux dire les autres instances de régulation au niveau de la francophonie. On a été en France pour voir d'abord l'ARCOM, avec qui on a échangé un échange assez fructueux. On a vu dans quoi on était plus avancé qu'eux. Eux aussi ont demandé un soutien de notre côté. Je suis allé en Belgique avec le CESA. Nous sommes très avancés qu'eux en termes de loi, mais ils ont une expérience beaucoup plus longue que nous. Vous savez, leur pays, c'est un pays assez avancé sur beaucoup de questions. Sur la démocratie, par exemple, sur la question de réseaux sociaux. Nous avons trouvé qu'on était très avancé par rapport à eux. Mais maintenant, nous avons demandé qu'ils nous aident dans ce qu'ils connaissent déjà mieux faire. Par exemple, sur la réglementation, sur la régulation de certaines choses, on va y arriver. Et donc, ça, on a fait ça, mais il fallait quand même voir comment les médias fonctionnent. Donc, nous, on n'est pas allé demander à la RFI de nous aider dans quoi que ce soit, parce que je vous l'ai dit ici, la connaissance, nous l'avons. Mais les infrastructures, nous ne les avons. Lors de ces face-à-face, le président du CESAC recommande aux médias congolais de se conformer à la réglementation en vigueur. Les télévisions et les radios, pour leur, pour le remettre dans l'ordre, ça nous prendra un peu plus de temps. Je peux aller jusqu'à 8 mois, 9 mois, peut-être toute cette année. Avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, vous prenez l'engagement qu'aucun média qui ne sera pas en ordre sera fermé. Ah, ça, je peux vous rassurer. Avant la fin de l'année, tous les médias qui ne sont pas en ordre seront fermés. Ça, c'est sûr. Les médias qui ne sont pas en ordre seront fermés et ça sera sans procès. Ça, c'est sûr et certain. Les médias doivent se conformer parce qu'on n'est pas en train de célébrer l'anarchie. Le même jour, le patron de cette institution d'appui à la démocratie explique sur son agression près de Paris. Mon cœur n'a pas de place pour la haine et mon esprit n'a pas de place pour la rancune. Tout ce que j'essaie parfois j'ai pitié des agresseurs parce qu'ils sont emportés par un esprit beaucoup plus fort qu'eux. Et il faut prier pour eux pour que malheur ne leur arrive pas. Mais après, je pense aussi que je n'ai pas été agressé. C'est la République démocratique du Congo qui a été agressée. Je suis un chef de corps. Et si on n'arrive pas à intégrer cette dimension-là, ça va être très compliqué. C'est pas un Bossembe qui a été arrêté. Qui a été agressé. C'est la République qui a été agressée. Et puisque la République a été agressée, je crois que c'est à la République d'essayer de faire en sorte que je sois, et ça je le souhaite, que je sois le dernier officiel à être frappé. Au besoin, que je sois le dernier Congolais à être tabassé, comme ça. Par ailleurs, il a également rappelé la feuille de route du CESAC avec plusieurs séries d'activités en ce qui concerne la formation des journalistes et la professionnalisation des médias avec les partenaires nationaux et internationaux. À la question de savoir quelles mesures prendre pour mettre fin à l'agression des Congolais en Europe, le président du CESAC invite le gouvernement congolais à assumer ses responsabilités. Notons que l'autorité des régulations de médias en RDC se montre ferme pour contrer les façonnements de médias créés sans respecter des règles. Christian Bossembe a annoncé de nouvelles mesures, notamment la déconnexion avant la fin de l'année en cours des chaînes qui ne sont pas en ordre avec l'État. Il n'y aura ni intouchable, ni privilégié, encore moins une protection politique à faire valoir, a-t-il averti. Et tout à fait autre chose à présent, le ministre des Droits humains a reçu en audience ce lundi 10 avril l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique dans son cabinet de travail. Au menu de leurs entretiens, la situation des droits de l'homme en RDC ainsi que l'implantation de la justice transitionnelle. Suivez.
Merci. Alors, il s'agissait d'une visite de courtoisie. C'était le moment pour vraiment souligner l'importance que les États-Unis attachent à la promotion des droits de l'homme et saluer les efforts du ministre et de toute son équipe pour les efforts qu'ils ont entamés dans cette année et l'année dernière, surtout avec le passage de certaines lois, la loi contre le trafic d'êtres humains et aussi la loi protégeant les droits des communautés autochtones. Donc j'ai salué toutes ces avancées. J'ai aussi affirmé la volonté des États-Unis d'accompagner le gouvernement. On a parlé un peu des élections. Nous savons que pendant l'époque des élections, parfois la situation devient un peu tendue et c'est d'ailleurs beaucoup plus important à ce moment de vraiment redoubler les efforts pour assurer la protection des droits qui sont liés aux élections libres et transparentes, le droit de manifester, le droit d'expression, la liberté de faire les campagnes. Donc je pense que nous sommes dans la même ligne. Et je suis vraiment contente de savoir toutes les activités qui ont été entamées par le ministre et son équipe. On est ensemble par rapport à la protection des droits humains et vous pouvez compter sur les États-Unis. Alors, la question de justice transitionnelle fait partie de nos échanges permanents et je salue les efforts du gouvernement pour être à l'écoute de la population pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent du gouvernement? Qu'est-ce que c'est important pour assurer que la justice soit faite véritablement sur tout le pays, vu qu'il y a eu des incidents qui sont toujours troublants? Et puis, bonne nouvelle pour la communauté Téké. Après des années de querelles, finalement, le tribunal de paix des Kassangoulou rend son verdict en faveur du clan Vula Néné dans l'affaire des terres l'opposant au clan Gunda en présence de deux parties. Le tribunal de paix des Kassangoulou a rendu son verdict ce week-end à Kassangoulou dans le Congo central. Témoin de l'événement, Naomi Pila. Territoire de Kassangoulou, localité de Diboulou, c'est ce samedi 8 avril 2023 que le tribunal de paix de Kassangoulou a rendu son jugement en faveur du clan Vula Néné dans l'affaire des terres opposant celui-ci au usurpateur, personne n'ayant aucun mandat ni droit sur ces terres. En présence des deux parties, l'exécution du jugement rendu par le tribunal de paix de Kassangoulou a été dévoilée sous le RC 2682 RA 605/2023. Bernard Mapessa, président de la communauté Umbuteke de la ville-province de Kinshasa, remercie la justice congolaise. Et Sengwezali makasi parce que balobi mbule betaka pe silaka. Ya lelo pambate mabele ya clan Vula Néné. Ezalaki na batu bazalaki na confusion makambo ebele batali ke chef Bernard koma azozwa na Congo central azozwa na Kinshasa mais biso tozali chaque mabele eza na balimite nango naturel balimite naturel ezalaka ya mai bakoko na biso tango bazwi mabele biso mutayaki kozwa mabele ezalaki mfumulukuba mutu ya kocha tembe akende na institut géographique akomona cartographie. Preuve na biso ya cartographie ezali nyonso ba document nyonso en bonne et due forme. Motif de joie pour le clan Vula Néné Mfouti qui retrouve ce jour l'intégrité des terres léguées par ses ancêtres. Nazali lesengo makasi po papa tonyo kwa mia wabitumba nini poto longa esika oyo bie mabele na biso lelo lokola to longi mabele na biso toza lesengo ko bana na mai e pa bakoko na biso bakenda ti awa to récupérer mabele na biso toza na esengo makasi naza na esengo makasi po batungisaka chef na biso makasi penza na mutu oyo toyebi te azwa mboko dibulu yango wana dongi lokola longi toza na esengo makasi penza na mokolo ya lelo tosepeli po mabele zongi ya ye eloko ya yo te esengo meza makasi po na partie ya mabele oyo tonyokwami nango mingi lelo ndenge tomoni baye kotanga jugement. Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on, pour le chef Gabriel Lobaki du groupement Kipoko. Il était temps de remettre chacun à sa place. Jour historique pour le clan Vula Néné, c'est par la réjouissance, danse et cris de joie que s'est soldée cette cérémonie haute en couleur.
Santé à présent, la mauvaise odeur des pieds est très souvent liée à une transpiration abondante due à une hyperidose. Comment enlever cette odeur des chaussures? Hygiène rigoureuse, vinaigre blanc, bicarbonate de soude. Quelles sont les solutions naturelles qui fonctionnent? Explication avec Maria Maba. Avoir les pieds odorants ou ceux qui puent n'est pas toujours un signe de mauvaise hygiène. Cela peut être dû à une transpiration excessive, des glandes sudoripares, les glandes qui provoquent la transpiration des pieds. La transpiration étant un phénomène physiologique, des régulations de la température permet de réguler l'échauffement des pieds provoqué par la température extérieure et les frottements. Cependant, sentir mauvais des pieds devient gênant et rend cette personne mal à l'aise et réduit sa liberté au point de se retenir de se déchausser en public. Et voici donc quelques conseils à appliquer. Préférez des matières en coton ou en cuir pour vos chaussettes et chaussures et évitez les synthétiques, les chaussettes en laine car elles majorent la chaleur et la sudation. Bien laver vos chaussures et chaussettes et séchez-les bien avant de les remettre. Appliquez des produits anti-odeur dans vos chaussures fermées comme du spray ou du talc avant que les odeurs n'apparaissent. Le bicarbonate de soude en poudre est une solution temporaire, mais pas un traitement. Il est une action sur le pH, il diminue l'acidité de la sueur et la prolifération des champignons et des bactéries. Mais dès que l'on n'utilise plus, les microbes polluent à nouveau. Il convient de l'utiliser en le diluant dans l'eau et mouiller les pieds avec ce mélange, puis les sécher sans frotter. Le vinaigre blanc a une action anti-transpirant. Faites des bains de pieds avec 2 verres de vinaigre blanc dans une bassine d'eau chaude. Laissez tremper vos pieds pendant 15 minutes, puis laissez-les sécher à l'air libre. Une bonne hygiène de pieds est primordiale pour limiter les mauvaises odeurs. Il convient de faire une toilette quotidienne au moins et après chaque activité sportive, il est important de bien sécher la peau, surtout entre les orteils, un endroit où la macération est la plus importante. Notons que toutes ces solutions ne sont que temporaires. Consultez un médecin afin de soigner l'hyperidrose car c'est là que réside le problème. On va parler culture portée sur les fonds baptismaux le week-end dernier au Centre Wallonie-Bruxelles. Le livre Noir et la couleur de la moisson est l'œuvre de Babi Mapanga. Cet ouvrage présente des histoires dramatiques avec un fond mélancolique. Les détails de Deborah Wamba. Intitulé « Noir et la couleur de la moisson », cet ouvrage a été porté sur le fonds baptismaux le week-end dernier au Centre Wallonie-Bruxelles. Il s'agit bien des histoires dramatiques avec un fond de tristesse et mélancolie. C'est la symbolique de la couleur noire dans les titres de l'ouvrage. L'ouvrage ressort les mauvais côtés du noir, mais il est également porteur d'espoir, car l'auteur démontre que même dans le noir, les choses peuvent marcher positivement. La vie est faite de blancheur et de noirceur. Donc, que ce soit dans le noir, comme vous savez, dans la lumière, Dieu peut toujours agir. Moi, j'ai écrit un livre qui a parlé de la noirceur, qui a fait ressortir les mauvais côtés de la couleur noire. Mais en fin de compte, voilà, j'ai gagné un prix. Voilà, ça veut dire que, comme vous avez dit, dans le noir, Dieu aussi peut agir. Les lecteurs de cet ouvrage plongent dans plusieurs possibilités littéraires, d'autant plus qu'il fait vivre l'émotion des personnages. L'horizon référentielle, c'est dit de ces capacités dont dispose l'œuvre de pouvoir faire vivre les lecteurs tout ce qui est présenté dans un récit. Quand vous avez l'impression de partager les vécus de personnages, de vivre la peine de personnages, de vivre la douleur de personnages, c'est ce qu'on appelle la littérature comparée, l'illusion référentielle. Quand vous lisez effectivement ces écrivains que je viens de citer et l'œuvre que je présenterai tout à l'heure, Noir et la couleur de la moisson, vous avez l'impression que vous vivez la peine de personnages, la douleur de personnages, l'adversité de personnages. Ici est de signaler que Noir et la couleur de la moisson contient 13 nouvelles et présente un élan mélancolique épouvantable de la vision du monde de l'auteur. Et entre la culture et les sports, il n'y a qu'un pas à franchir à quelques mois dès la tenue des Jeux de la francophonie en RDC. La nouvelle
de l'OIF va effectuer une mission de travail du 12 au 15 avril prochain à Kinshasa. Objectif s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs et assurer dès l'accompagnement de son organisation au bon déroulement des Jeux prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août de cette année. Dans le même registre, le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulo-Mwana Kaboulo, a procédé dimanche 9 avril 2023 à la clôture du séminaire de formation des cadres techniques, juges, arbitres et des bénévoles pour la lutte africaine. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la préparation de 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa au mois d'août prochain. Les détails dans cet élément. Sur ce, je déclare close la session de formation des bénévoles de la lutte africaine et des officiels techniques et juges arbitres de la lutte africaine. Tout est bien qui finit bien, dit-on. La Fédération congolaise de lutte associée possède désormais des cadres techniques et officiels capables d'officier les grands événements internationaux. En ligne de mire, les 9e Jeux de la francophonie. Pendant 6 jours, les récipiendaires ont été formés par l'expert nigérien Malam Barka Akoda sous les yeux du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo. Je suis très heureux, puisque vous avez commencé votre stage et vous l'avez terminé. Au nom du ministère des Sports et Loisirs, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à M. Malam Barka, qui s'est dérangé pour quitter son pays, venir ici, pour vous enseigner. Hier, vous avez vu le président de la République visiter les sites qui vont abriter les 9e Jeux de la francophonie. On a visité les sites et le président a mis un accent sur l'évolution des travaux qui doivent s'achever et que le président et l'ensemble du gouvernement tiennent à ce que ces Jeux se tiennent dans de très très bonnes conditions. La présence du patron des sports en RDC en ouverture comme à la clôture est loin d'être une pression pour les athlètes qui sont déterminés pour les prochaines échéances. Dans l'objectif de s'offrir tous les moyens possibles pour rafler des médailles lors des Jeux de la francophonie, la FECOLUTA organise déjà dès le mois prochain un test event. Petite compétition qui connaîtra la participation des 2 pays, à savoir le Congo-Brazzaville et l'Angola aux côtés de la RDC. Mais on ne va pas aller aux Jeux comme ça, on ne va pas se jeter dans les Jeux sans toutefois voir ce qu'on a appris. C'est ainsi qu'en harmonie avec notre fédération internationale, on s'est convenu que nous organisions une compétition test le 4, le 5 et le 6 mai. On va inviter 2 pays, je suis en contact avec eux, il y a l'Angola et le Congo-Brazzaville qui sont d'ailleurs déjà d'accord. On va faire jouer nos cadets. On va mesurer, on va évaluer ce qu'on a appris de toutes ces formations. Et puis peut-être s'il y a des erreurs, on les corrige pour que nous présentions une bonne image pendant les Jeux. La formation des cadres techniques et arbitres s'est déroulée en 2 séances, selon l'expert nigérien. Et sachez que cette formation rentre dans le cadre des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie. Nous avons mené la formation à 2 niveaux. D'abord, la formation des officiels techniques et arbitres, et après la formation des bénévoles qui vont intervenir en lutte africaine pendant les Jeux. La cérémonie s'est clôturée avec la remise des brevets aux participants au salon d'honneur du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, le rappel des titres, interpellation du directeur général de la Société nationale d'électricité à l'Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement vient d'accorder un sursis de 48 heures à Fabrice Lusinde ou à Lusangui afin de présenter ses moyens de défense aux élus nationaux. C'était au cours de la plénière tenue ce lundi et puis journée sans activité ce lundi à Béni, dans le Nord Kivu. L'appel était lancé par la société civile d'Oïcha suite au massacre des 21 civils tués le vendredi 7 avril dernier à Moussandaba. Vous avez suivi Thomas Dakin, président de la société civile du Nord Kivu, dans ce journal. Enfin, plusieurs médias non en règle avec l'État seront fermés avant la fin de cette année. Déclaration faite par le président du CESAC, Christian Boussembe, qui intervenait sur les antennes de la radio Top Congo. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir reçu chez vous. Un journal que vous pouvez également suivre en intégralité sur notre chaîne YouTube. Au revoir.